Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Alerte à une nouvelle montée de la mer à Cotonou. Le phénomène est prévu du 14 au 18 septembre prochain. À suivre les précisions du coordinateur du projet de protection de la côte dans cette édition. La prise en charge des victimes du drame de Tori dans les hôpitaux se déroule normalement en dépit de quelques cas de décès signalés. Le constat d'une équipe de la rédaction dans cette édition. Évaluation du projet d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. La Commission nationale tient sa première session ordinaire de l'année. Dans ce sens, vous en saurez davantage dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Un tour dans quelques hôpitaux. Depuis le jeudi dernier, le drame de Tori alimente l'actualité. Les hôpitaux sont mobilisés pour la prise en charge gratuite des brûlés. Une équipe de la rédaction a fait le tour de plusieurs centres pour s'inquérir de l'évolution de la situation. Plus de détails avec Bernard Diabré et Jean-Claude James. Il respire encore et ses proches gardent toujours espoir pour sa guérison. Même si les séquelles vont rappeler à jamais le drame de Tori, ces rescapés pris en charge au CNHU Hubert Koutoukoumanga sont les plus chanceux. Le jeudi dernier, contre toute attente, le CNHU HKM a reçu tout au début 20 malades. Donc au total des 20, nous avons connu 8 cas de décès et 12 sont encore dans nos services. En réalité, c'est des malades qui ont été sérieusement brûlés, donc c'est des brûlures graves, deuxième, troisième degré, et les surfaces corporelles brûlées étaient très importantes. À Soroléré et à Ménontin, on déplore également des décès. On a reçu 5 brûlés qui sont venus dans des cas très critiques. La situation est favorable, mais malheureusement, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu un décès. Lui, son cas était vraiment critique parce que la surface corporelle brûlée est très grande. On a reçu 12 brûlés. 12 brûlés, et aujourd'hui on en a perdu 3. On a perdu un presque à l'admission, c'est-à-dire à peu près 3 heures après son admission, et 2 le dimanche soir. L'hôpital de zone de Calavi se démarque de ces cas de figure. Par rapport au drame de Tori, au total nous avons 18 cas. Il faut dire que jusque-là, nous n'avons pas enregistré de décès. Actuellement, nous avons un cas qui nous cause un peu de problèmes, mais visiblement ce matin, il y a une bonne récupération, une évolution de son état. Par rapport aux perspectives, la prudence est de mise. Parmi ceux qui restent, en réalité, il y a des gens qui ont encore un pronostic réservé et d'autres pourraient s'en sortir de leur situation. Ceux qui sont là sont stables. On ne peut pas parler, l'évolution n'est pas défavorable et puis elle n'est pas franchement favorable non plus. Les responsables des centres parcourus confirment la gratuité des soins et le soutien du gouvernement. Le gouvernement a pris des dispositions. Les soins sont gratuits. Déjà, le jeudi, on a eu cette dotation. Le vendredi, il y a une dotation financière de la part du ministère. Et le samedi nuit, on a reçu un grand lot de matériel, que ce soit en injectable, les solutés. Il y a quand même assez de consommables pour assurer le soin aux brûlés. Rien ne nous manque actuellement. Visiblement, la situation est maîtrisée dans les hôpitaux et c'est au bénéfice des victimes. Toujours concernant ce drame, tournée d'inspection du préfet de l'Atlantique sur le site d'incinération des produits avariés, puis dans l'un des hôpitaux qui a reçu les victimes du drame, Jean-Claude Kodia est allé leur présenter les compassions de la nation. Ulvaïs Balogun pour le point.
Plus jamais ça dans le département de l'Atlantique. C'est le message fort du préfet à l'endroit de ses administrés. En tournée d'inspection sur le site qui a servi à incinérer les produits avariés, l'autorité constate l'absence de mesures sécuritaires. Je crois que nous allons mettre un terme à cela. J'ai demandé à tous les maires de faire une prospection sur leur territoire pour recenser de tels sites. Et nous allons surseoir jusqu'à nouvel ordre toute opération d'enfouissement. Et comme je l'ai dit tantôt, les enquêtes nous permettront de situer les responsabilités. Cap est mis ensuite sur l'hôpital de zone de Ouida qui s'occupe d'une vingtaine de patients. Occasion pour les autorités sanitaires de faire le point de la situation. Je puis déjà vous rassurer que dès la survenue de l'événement, toutes les dispositions avaient été prises promptement pour que tous les malades puissent être répartis dans les structures de soins. Et notre hôpital actuellement a pu garder 22 malades. Et il y a eu malheureusement un décès, mais c'était vraiment un cas critique. Il faut dire que dans l'ensemble, enfin ça va quand même ici. La situation est en train d'être maîtrisée vraiment. Et une petite bonne nouvelle, c'est qu'une dame brûlée, femme enceinte, a accouché hier. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Visite dans les salles de soins, l'autorité départementale réconforte les brûlés, leur réaffirme le soutien de la nation et salue le dévouement du personnel soignant. Nous sommes là pour déjà vous féliciter pour le travail professionnel qui se fait. Je suis admiratif devant ce travail-là. Et c'est très encourageant. Et donc, vous apportez également à vous le soutien du gouvernement, le soutien de son chef, le président Patrice Talon. Tout en laissant des instructions fermes pour une prise en charge totale des sinistrés, le préfet de l'Atlantique a appelé les populations à une veille citoyenne rigoureuse. Et cette reddition de compte, le député Ordonada Datin a initié une séance d'échange avec les chefs quartiers de Cotonou afin de faire le point des activités parlementaires. Il s'agit également pour le député de recueillir les préoccupations de ses élus locaux, Ylvaïs Balogun et Bertrand Loyon pour le coin. Séance d'échange, de restitution et surtout de reddition des comptes avec les chefs quartiers et les responsables d'organisations de jeunes et de femmes de Cotonou et environ. Cette démarche inédite du député Orden Aladati vise à rendre compte des activités de la 7e législature. Ça fait 4 mois maintenant que je siège là-bas à l'Assemblée nationale. Fondamentalement, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a des textes qu'on a eu à prendre. Il y a des ratifications. Nous avons voté le collectif budgétaire, par exemple. Au niveau des lois dont je vais vous parler, c'est la loi sur le bail. Vous êtes des chefs quartiers, c'est une préoccupation essentielle que vous vivez tous les jours. Ce projet-là, c'est une proposition. C'est les députés de l'UN qui ont introduit une proposition. Elle est déjà étudiée. L'initiative, très appréciée, a été l'occasion pour les élus locaux de formuler des doléances à l'endroit de l'élu de la 16e circonscription électorale. Un député du peuple qui prend l'initiative de rencontrer une frange de sa population, non seulement pour faire la restitution des travaux de l'Assemblée nationale, mais recueillir aussi les préoccupations de son peuple qui représente. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter mieux que ça. On a été élu sur le quartier et on signe des documents de base, des documents précieux et qui servent à faire les passeports, les cartes d'identité. Mais ceux-là, ces responsables-là qui sont à la tête de ces institutions ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qui nous sommes. Ils n'ont aucun contact de nous. Et surtout, il y a la rémunération de ces quartiers qui est vraiment dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Et il y a certaines initiatives qu'on prend au sommet sans consulter la base. Tout ça là, je pense que si l'honorable pouvait mettre l'accent dessus, on va améliorer les conditions de ces quartiers. Les élus locaux souhaitent voir se pérenniser de telles initiatives et prennent l'engagement d'accompagner les réformes du nouveau départ.
Et ce phénomène préoccupant, la montée de la mer, reste toujours d'actualité au Bénin. Une équipe de la télévision nationale s'est rapprochée du coordinateur du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou pour avoir des précisions sur le phénomène. Philippe Régis Zoumeno affirme qu'une nouvelle montée est prévue à partir du 14 au 18 septembre 2016. On l'écoute au micro de Edmond Mbor et Pierre Etarlé. Nous sommes dans le mois de septembre et le mois de septembre est l'un des mois de la saison où les vagues sont violentes. Saison que nous appelons communément la saison des hautes marées. Et par rapport donc à ces événements, nous avons une ligne de suivi des prévisions de marée. Et dans ce cadre, nous savons aujourd'hui qu'à partir du 14 jusqu'au 18, les marées vont commencer par augmenter jusqu'à atteindre leur pic, un nouveau pic, entre le 17 et le 18 septembre prochain. Donc c'est face à cela que nous avons décidé de porter l'information au niveau des populations afin qu'ils sachent que le phénomène n'est pas unique, il est cyclique et que ça va revenir incessamment. Les populations surtout qui sont dans les quartiers dont le trait de côte juste directement leurs installations, je pense au quartier Akova de Domaine, au quartier Jacques, au quartier Donatin et au quartier Finayon, que ces populations soient informées donc d'une probable nouvelle montée des vagues et prennent les dispositions afin que des drames ne surviennent. Le phénomène s'observe en fait également sur les autres segments de notre côte. Je pense à Irakondi, à Grand Popo, à Ouida et à Semekrake. C'est un appel que je voudrais lancer aux populations en les informant et en les sensibilisant donc sur ce qui est attendu conformément aux prévisions marégraphiques de la semaine du 11 au 18 septembre. Nous suivons également le phénomène et s'il doit y avoir d'autres montées après cette date du 18, nous allons pouvoir tenir la population informée. La Commission nationale de sécurité et de santé au travail tient depuis ce matin à Cotonou sa première session ordinaire de l'année 2016. À l'ordre du jour des travaux, l'étude du projet de test portant à règles particulières d'hygiène et de sécurité au travail. Robert Adé pour les détails. Les sources radioactives sont nuisibles à la santé des travailleurs. Elles sont inévitables dans de nombreuses professions. Près du 5e des personnes reconnues comme soumises à une exposition professionnelle à des rayonnements naturels accrus travaillent dans les ateliers, les bureaux, les écoles ou d'autres locaux fortement exposés aux émanations du radon. Les travailleurs saluent l'initiative et remercie Madame le ministre d'avoir inscrit cette préoccupation majeure dans ses priorités. Cette première session ordinaire de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail vient donc à point nommé. Pour le patronat, l'étude du projet de test portant règles particulières d'hygiène et de sécurité au profit des travailleurs ne manque pas d'intérêt. Légiférer en la matière ouvre des avantages certains, aussi bien pour les travailleurs que pour nous les employeurs, lorsque l'on sait que pour les organismes vivants, les rayonnements ionisants sont nocifs et même mortels en cas de dose élevée. Un travail d'orfèvre pour ces experts en sécurité et santé au travail. Les conclusions de leurs travaux vont permettre à l'État de prendre des dispositions pour assurer la protection des travailleurs exposés. Le gouvernement ayant à cœur la mise en œuvre de la vision de l'Organisation internationale du travail, qu'est le travail décent pour tous, a initié l'étude de ce projet d'arrêté. Il permettra de poser les bases normatives indispensables à la sécurité et à la santé des travailleurs exposés au rayonnement ionisant. Le rôle de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail, c'est de développer une grande capacité de veille et d'anticipation face aux mutations technologiques au sein des entreprises.
L'entrepreneuriat agricole contre le chômage au Bénin. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole, c'est l'objectif de l'atelier intitulé « Partage d'expériences et identification des synergies entre les acteurs de développement de l'agro-business ». Cette initiative de la coopération allemande GIZ vient accompagner la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Darida Silva, Marie-Louise Perrin. La première phase du projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Bénin, PPEA, tire à sa fin après 5 années d'expérience. Initié par le gouvernement béninois et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet a favorisé l'implication des jeunes dans le secteur agricole. Ce projet vise, bien évidemment, à lutter efficacement contre le chômage, mais ça vise aussi à changer notre approche vis-à-vis de la terre. Que le travail des champs ne soit plus vu par nos jeunesses comme un travail pénible, rudimentaire, que enfin nous puissions valoriser notre relation à la terre. Cela suppose que notre jeunesse soit encadrée et que des moyens nouveaux, de nouvelles connaissances lui soient donnés. La coopération allemande, à travers le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Cet atelier vise à promouvoir, disons, l'installation des petites et moyennes entreprises qui ont été formées par le CEPED. Parce qu'il s'agit des jeunes agriculteurs modernes, disons, qui ont suivi des formations en entrepreneuriat agricole. Parce qu'après la formation en agriculture, sinon en agronomie, ils ont reçu d'autres formations pour la gestion d'une entreprise agricole. Donc, suite à ces formations groupées, ils seront appelés à s'installer quelque part pour faire du business en matière d'agriculture. Donc c'est dans cette optique que l'atelier aura lieu pour pouvoir assurer leur installation. Toutefois, les partenaires techniques et financiers du PPEA sont appelés à accompagner la deuxième phase du dit projet. On parle toujours entrepreneuriat. Le centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a organisé un atelier de formation mardi dernier. L'objectif est de renforcer la capacité des dirigeants et promoteurs du secteur privé à entreprendre davantage. Suivez le reportage de Cécile Rondé et de Brice Thiebozo. Apprendre pour entreprendre avec la nouvelle technologie. C'est la substance de ce rendez-vous de 5 jours d'échange et de partage sur le programme Empretech pour le développement de l'entrepreneur. Une initiative du Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises appuyée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Vous êtes retenus pour bénéficier de ce programme parce que nous avons décelé en vous quelques talents pour réussir dans vos affaires. Les formateurs, par des jeux de rôle, une pédagogie appropriée à l'apprentissage des adultes, vous aideront à révéler vos talents cachés et à les renforcer pour le succès dans vos projets d'entreprise. Au nom des jeux de rôle, vous aurez entre autres à créer, à céder ou à clôturer individuellement ou en groupe, ici même, des entreprises ou activités génératives de revenus. Les promoteurs de ces entreprises nous présenteront au thème de l'atelier un bilan de clôture. Alors, je vous encourage pour travailler beaucoup les prochains jours. Ce ne seront pas des jours faciles, mais au contraire, ce seront des jours avec beaucoup de travail, mais j'espère que vous allez vous engager et travaillerez heureux pour améliorer vos compétences. Au terme des travaux, les meilleurs des 20 participants seront récompensés. Avec cette formation, ces dirigeants et futurs créateurs d'entreprises pourront répondre davantage à la compétitivité nationale et internationale de leur société. Présentation du livre Index of Economic Freedom à l'ambassade des États-Unis. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde la question du développement et de la croissance économique du Bénin. On l'écoute au micro de Mathieu Sokamou et Blaise Adampo.
Je voudrais présenter l'index que je vous ai montré, l'index Index of Economic Freedom, si nous faisons une traduction littérale, Index de la liberté économique, un livre donc qui a été réalisé par la fondation Heritage avec le soutien du Wall Street Journal aux États-Unis. Et donc ce livre parle entre autres de bonne gouvernance, de système de gouvernance, d'économie, de gestion économique pour les pays. Et c'est ce livre donc que je suis venue vous présenter. Alors, notre objectif à travers ce que nous faisons, c'est d'encourager donc le développement et la bonne gouvernance. Notre objectif est d'encourager le développement et la bonne gouvernance à travers les recherches que nous faisons. Sur le plan international, le rang du Bénin, c'est le 101e sur 178. Et sur le plan de l'Afrique, le Bénin est classé 12e. Et les critères sur lesquels la Fondation s'est basée donc pour faire ce classement, il y a, comme on disait, la bonne gouvernance, mais également la liberté d'investissement, la liberté d'investir et la liberté monétaire. Et selon M. Roberts, le CFA a en fait eu un effet positif donc sur ce classement, parce que c'est le CFA qui a permis cette stabilité monétaire, qui a permis au Bénin de se classer à ce rang-là. Voyons à présent cette étendue de l'ONG La Majorité qui est au chevet des malades de l'hôpital de zone de Ouida. Cette organisation non gouvernementale apporte son soutien aux patients de cet hôpital, Pierrette Adé et Robert Adé. Améliorer les conditions de vie des malades, particulièrement celles des plus indigents. C'est l'objectif visé par l'organisation non gouvernementale La Majorité. Elle appuie l'hôpital de zone de Ouida par ce geste humanitaire. On est à l'hôpital de zone de Ouida pour une remise de dons constituée de 40 sacs de riz avec une enveloppe financière. Maintenant, c'est pour les malades de l'hôpital de zone de Ouida, pour les soutenir. Reconnaissant et très heureux par ce don, le personnel de cet hôpital, représenté par le médecin coordonnateur de la zone sanitaire de Ouida, remercie l'ONG. Nous voudrons témoigner de toute notre reconnaissance à cette ONG qui est en train de mener ce geste humanitaire, et nous les remercions et nous leur demandons d'en faire davantage. Nous comptons sur leur générosité pour apporter leur contribution à l'amélioration de la santé des populations de Ouida, Pomassé et Toribosito. Les bénéficiaires ont toujours la main tendue car les besoins du personnel sont énormes. Commentaire signé Pierrette Harley, présenté par Robert Adé. Et on parle éducation, le centre de formation technique et professionnelle CEPT, priorité à procéder à la remise de diplômes aux étudiants en fin de formation. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à la Bourse du Travail. Hospice Autonome Ilvaïus Balogun pour les détails. Ils sont désormais titulaires de leur parchemin de fin de formation en secrétariat de direction, en tourisme et en hôtellerie. Cela après 2 ans d'études au centre de formation technique et professionnelle CEPEC Priorité. Je suis très heureux aujourd'hui de prendre mon diplôme en main. Je sais que ce diplôme me fera beaucoup de choses dans l'avenir. Ça peut me permettre de travailler pour moi-même, de me nourrir, d'aider mes proches et aussi de faire évoluer mon pays. J'ai pris mon diplôme, je suis heureuse. D'abord travailler pour quelqu'un et en plus créer mon entreprise moi-même. Les diplômes sont désormais un acquis. Le fondé invite les nouveaux diplômés à faire preuve d'abnégation. Je pourrais dire simplement aux apprenants que de ne pas baisser les bras. Parce que le diplôme, c'est pas une fin en soi. Il faudra encore se battre. Avec ces 50 nouveaux récipiendaires, c'est l'administration qui vient ainsi d'être renforcée. Visite du gouverneur du district 403A2 du Lions Club International à la zone 332. La rencontre s'est tenue à Boycon autour des membres des différents clubs de la région. François Zissou et Mérida Poinsoton pour le point.
Conformément à leur cahier de charge, tout gouverneur de district du Lions Club International doit se rendre dans toutes les régions relevant de son district pour visite d'échange avec les différents clubs sous sa tutelle. Ainsi, intronisé en juillet dernier gouverneur du district K103A2 qui compte 6 pays dont le Bénin, Vitaliano Gobo démarre sa visite par la zone 332 qui s'étend de Dassa à Lokossa. But premier, s'informer de l'état de fonctionnement de ces clubs. Donc, ce que j'ai constaté, c'est des clubs qui ont quelques difficultés et ils ont de beaux projets au niveau social. Ils font des actions sociales qui sont, disons, remarquables, peut-être pas assez de communication. Il y a un peu de travail, disons, pour les remettre à niveau. Cette rencontre de Boyko est aussi une occasion offerte au gouverneur de partager son plan d'action avec les clubs Lyon présents. Plan d'action qui sera accentué beaucoup plus autour de l'assistance aux enfants de la rue et aux orphelins. À la suite de la séance d'échange, un nouveau club Léo dénommé Boycon Vidolé a été officiellement installé. Remise du certificat d'organisation, prestation de serment, port de pince. Tout a été fait pour accueillir ces jeunes dans la grande famille Léo. Nous sommes prêts à assumer les responsabilités qui nous seront amicalement confiées et renouvelons notre disponibilité. Ceux-là qui sont derrière, qui traînent les pas à nous rejoindre, nous leur tendons la main, ils n'ont qu'à nous rejoindre et servir la cause que nous sommes en train de servir. Le Lions Club n'est pas un cercle. Nous prenons de la main droite pour servir les démunis de la main gauche. Donc nous servons d'interface entre le donateur et le bénéficiaire. Échange de fanions entre le gouverneur et les présidents de clubs et remise de cadeaux sont les derniers temps forts qui ont marqué cette descente du gouverneur K103A2 à Boycon. Et puis la virginité encore à l'honneur au Bénin. Lancement du livre 10 ans de virginité de son 17 autres regards. C'était le samedi 10 septembre dernier au siège au Royaume international de filles vierges. La sortie de cet ouvrage a également marqué les 10 ans d'existence de l'ONG Social Pact. Diana Mosso et Patrick Gerso pour le point. Témoignages et reconnaissance, c'est l'essentiel de cet ouvrage de 242 pages qui célèbre la virginité. Dénommée Virginité, 10 ans de combat, 77 autres regards, cette œuvre littéraire est avant tout une tribune où se croisent, s'embrassent et convergent une multitude d'opinions. C'est un ensemble de récits qui plongent les regards vers 10 essais répétés avec calomnie et regret. Des cœurs inondés de joie, des filles aux valeurs morales et éthiques qui s'expriment sans réserve. Avec un ton évocateur, des personnes interpellent et appellent à une action unitaire d'ensemble, celle d'oser imprimer des valeurs morales et éthiques dans un environnement humain. Virginité, 10 ans de combat, 77 autres regards, car autant que nous sommes, nous avons notre regard. Donc respectons alors les regards des autres. Et quand vous prenez la couverture de cet ouvrage, vous verrez des regards de blanc, des regards de noir, des regards de jaune et des regards de rouge. Pour vous dire que la virginité est universelle. Des filles heureuses de faire partie du cercle restreint du Royaume international des filles vierges, des parents satisfaits de l'influence positive de ce cercle et des sages comblés de cette génération consciente. Tous accordent leur violon pour prôner la virginité jusqu'au mariage. Le rapport sexuel, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose d'important à considérer. Et ce rapport a deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction de plaisir. Il y a la deuxième fonction, c'est la fonction de reproduction. Inscrit dans le cadre de la commémoration des 10 ans d'existence de l'ONG Social Pact, le lancement de ce livre a aussi été l'occasion de réjouissance. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h la soirée sport et deux feuilletons, les choix de l'amour et oui, Valteo. Prenez le rendez-vous du journal du soir aux environs de 23h30 avec Jérôme Mongo. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.